Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Nous sommes le mercredi 12 mars. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver ce matin. Merci d'être des nôtres. Merci de vous brancher à la une, donc dès 7 heures du matin, dès 7 heures, pas 7 heures comme dans 7, mais 7 heures très tôt le matin, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va bien. Oh, une autre grosse journée s'annonce dans l'actualité, mesdames et messieurs. À commencer, bien sûr, par cette nouvelle sur les tarifs. On le sait, à partir d'aujourd'hui, donc des tarifs de 25% sur les exportations canadiennes d'aluminium, d'acier également. Et autre grosse nouvelle dont on va certainement beaucoup parler au cours de la journée, et c'est tombé au cours des dernières heures, le fabricant de batteries Northvolt qui déclare faillite en Suède. Nouvelle économique d'importance. On attend un point de presse dans les prochaines heures en Suède. On n'aura plus de détails. Dans son communiqué, l'entreprise précise que les divisions allemandes et nord-américaines de Northvolt, donc qui touchent ce méga projet au Québec, ne sont pas affectées par la faillite, ne sont pas en faillite, mais quand même, ça soulève plusieurs questions. On tentera d'y voir un peu plus clair. Et Vincent Maisonneuve sera avec nous pour nous en parler. Bonjour Vincent d'abord. Bonjour Mathieu. Alors, ça a été annoncé, c'est ça, au cours de la nuit, de notre nuit ici au pays. Oui, il y a environ 90 minutes que le communiqué est rentré. Ça a été annoncé. Vous l'avez dit, Northvolt, Amérique du Nord, c'est ce qui nous intéresse le plus puisque c'est le gros morceau là, pour l'économie canadienne. Ne déclare pas faillite au Canada, mais comme l'entreprise, comme cette entité-là appartient à 100% à la maison mère de Northvolt qui est en Suède et elle déclare faillite, le sort, les destinées de Northvolt, Amérique du Nord seront donc entre les mains du syndic de faillite qui sera nommé par un tribunal en Suède là, pour déterminer la suite. L'entreprise qui avait cherché, en restructurant sa dette, à aller chercher davantage de financement pour poursuivre ses activités. La conclusion hier, au terme d'une rencontre du conseil d'administration, c'est que malgré cela, l'entreprise ne pouvait pas continuer de cette façon-là. Je vais vous donner d'autres détails plus tard. Fait beaucoup d'argent public investi dans Northvolt, ce projet ici en Amérique du Nord, au Québec plus précisément. On va y revenir et Jean-Philippe sera avec nous pour nous parler des tarifs avec un exemple concret d'une entreprise de chez nous, donc qui est affectée par justement cette imposition de tarifs à partir d'aujourd'hui. On va parler météo et sport. Tiens, commençons avec la météo. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors hier, c'était vraiment le printemps et ce matin, on se réveille, c'est un peu plus l'hiver quand on sort de la maison. Un petit choc. J'ai calculé, Montréal, on a perdu 18 degrés en 14 heures. Donc, c'est sûr qu'il fait autour de moins 6 ce matin. On anticipait un petit peu plus froid que ça. Sauf que quand même, comparé les 12 degrés d'hier après-midi, ça fait une bonne différence. Et d'ailleurs, on a battu un record hier pour le 11 mars. Donc, il a fait 12,3 14 heures hier après-midi. L'ancien record, c'était 11,8 en 2021. Donc, un petit record, mais quand même. Vous aviez raison de souligner que ça donnait des airs de printemps. Alors, des airs de printemps, est-ce qu'on en aura? Oui, dans les prochains jours, parce que ce matin, on est de retour en hiver, c'est sûr. Moins 6 Montréal, moins 8, moins 11 là, vers les autres régions du sud du Québec. On est sous la barre, sous la barre du moins 20 en Abitibi ce matin, oui, et près de celle des moins 20 vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est sûr que ça paraît un peu. Plutôt beau temps ce matin, un petit peu plus variable en après-midi. Les températures de mi-journée, moins 2, moins 4 degrés, pas trop de vent. Donc, ça se prend bien. La nuit prochaine, ce sera encore près de la barre du moins 10. Il y aura quelques nuages et demain, ça se dégagera en cours de matinée. Donc, une belle journée et des températures à la hausse, 4 à 6 degrés pour la journée de jeudi. On ira autour de 8 à 11 degrés pour celle de vendredi. Une bonne dose de soleil. La dizaine et un peu plus samedi. Et on pourrait dépasser la barre du 10 degrés dimanche. Mais là, cette fois, avec ce système-là qui va nous apporter des précipitations. Les grands froids à moyen terme, là, je regardais. Pas grand-chose encore. On a la nuit prochaine qui sera froide et par la suite, là, les températures demeurent quand même relativement douces. Pour ce qui est des conditions dans l'est du Québec, ce sera ensoleillé aujourd'hui.
Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, mais les vents sont encore assez vifs. Les températures sont plus froides, ça varie entre -8 et -10. La nuit prochaine, c'est du -14, -20 et demain, on passera à des températures plus douces avec une bonne dose de soleil. Pour ce qui est du territoire ontarien, mais c'est un peu le même principe, hein? La douceur était là. Là, ça demeure autour de 6 degrés aujourd'hui pour Windsor, -3 du côté d'Ottawa, 1 degré à Toronto. Une tendance à l'ennuagement un petit peu partout. Il y a quelques flocons sur la portion nord. On est légèrement sous le point de congélation. Dans l'ouest canadien, des précipitations qui se poursuivent dans la région de Vancouver, un 10-20 mm supplémentaire. Ça va s'estomper en après-midi, maximum de 8. Dans les prairies, du temps, je dirais mitigé parce que c'est encore assez doux vers Calgary. 5 aujourd'hui, -3 pour Edmonton. Des nuages, quelques flocons ici et là. Flocons également sur le sud de la Saskatchewan, quelques éclaircies. Ça se dégagera vers Winnipeg. Les flocons, c'est principalement ce soir. 1 à 5 degrés pour Regina, Winnipeg aujourd'hui, mais ce sera quand même un petit peu plus froid dans les prochains jours. Donc, l'hiver n'est pas terminé, mais les soubresauts de printemps, là, de plus en plus fréquents, vous allez voir, ça va commencer à sentir pour de vrai là, d'ici vendredi. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. On va parler de sport maintenant. Voilà Suzuki en échappé. Le tir! Le capitaine ne lâche pas. Le capitaine ne lâche pas. Faut pas lâcher. C'est pas le temps de lâcher. Avec cette course aux séries éliminatoires, le Canadien a quand même encore des chances. Olivier, bonjour. Bonjour. Et donc, le Canadien a gagné à Vancouver. Grâce, entre autres, à ce capitaine et son trio. Oui, grâce au premier trio, les 3 premiers buts du Canadien, alors que c'était 3-0 pour Montréal, ont été marqués par les joueurs du premier trio. Donc, vous avez entendu le tout premier but du match, qui a été une leçon de protection de rondelles pour les jeunes qui jouent au hockey. Nick Suzuki qui s'est échappé pour battre Kevin Lankinen. C'était 1-0 après seulement 1 minute 6 secondes de jeu. Donc, ça a donné le ton au match. Le Canadien qui avait perdu ses 2 précédentes rencontres, entre autres contre Calgary, avec une difficulté à générer de l'attaque. Ben, hier, ils ont envoyé le message très tôt dans le match. Par la suite, c'est Juraj Slavkovski qui a battu Lankinen d'un tir à sa gauche. Et donc, c'était 2-0 en fin de première période. Et en deuxième période, Cole Caulfield a marqué. C'était 3-0 à ce moment. On pensait que le Canadien allait filer vers une victoire facile, même si les Canucks avaient réussi quand même à causer un peu de trouble dans la zone du Canadien. Ils sont revenus en troisième période. Ils ont marqué 2 buts. C'était 3-2. Et il aura fallu attendre le but de Mike Matheson dans un filet désert en fin de match là, pour souffler un peu le Canadien, donc qui met la main sur 2 points importants parce qu'il y avait plusieurs équipes qui étaient en action hier donc dans cette course aux séries éliminatoires. Donc les bonnes nouvelles pour le Canadien qui débutait son match avec à peu près tous les résultats en main. Donc défaite pour les Rangers de New York face aux Jets, défaite des Blue Jackets de Columbus face aux Devils de New Jersey. Ça, c'était les bonnes nouvelles. Les mauvaises, c'était les Sénateurs d'Ottawa, eux qui se sont imposés contre Philadelphie. Et donc le Canadien qui maintenant au classement n'est plus qu'à 2 points d'une place en séries éliminatoires, donc cogne à la porte des séries présentement. Et pour Martin Saint-Louis, bien entendu, le premier trio, ce sont eux qui ont retenu l'attention. Juraj Slavkovski qui a connu un très bon match, lui qui veut s'imposer un peu davantage dans ses rencontres. Mais Martin Saint-Louis a aimé l'attitude de son équipe malgré les 2 buts en troisième période. J'ai trouvé qu'on a joué un excellent match. C'était pas une troisième période facile. Tu savais qu'il allait donner une poussée, mais on ne nous aurait pas donné grand-chose. On a eu nos chances aussi. J'ai aimé qu'on a passé du temps dans la zone offensive. On n'a pas juste essayé de se défendre. On a essayé de continuer, puis pas juste reculer tout le temps. Donc, on a refusé de subir en fin de match et justement de peut-être retrouver un peu l'identité qui avait donné le succès en ce début de match aux Canadiens de Montréal. Et donc, on remet ça ce soir contre le Kraken. Donc, dernier match de ce voyage dans l'Ouest. Une équipe qui cherche donc une autre belle occasion peut-être pour les Canadiens d'aller empocher quelques points et peut-être s'amener là un peu plus près, peut-être même dans les séries ou en tout cas très très près d'une place en séries éliminatoires. Et je voulais vous parler d'un match hier. Vous savez, tous les matchs des Capitals sont scrutés à la loupe en raison de ce fameux Alexander Ovechkin qui veut battre le record de Wayne Gretzky. Hier, les Capitals ont marqué 7 buts dans une victoire de 7-4. Et aucun but d'Alexander Ovechkin. Ça, c'est la grosse surprise. Il a 3 passes. On est presque déçus. Il a 3 passes dans le match. C'est Alexei Protas, lui, qui a signé un tour du chapeau. Mais donc, victoire des Capitals qui s'impose encore au sommet du classement de la Ligue nationale. C'est Jennifer Isle qui va mener la délégation canadienne aux prochains Jeux olympiques d'hiver en Italie. Oui, exactement. Ça a été confirmé hier. Donc, l'ancienne championne olympique en bosse qui représentera l'équipe lors de cette prochaine édition des Jeux d'hiver. En 2006, elle avait donc
décroché cette médaille d'or. Elle avait été aidée par la chef de mission adjointe Sylvie Bernier. C'est elle qui l'a convaincue de poser sa candidature et c'est pourquoi aujourd'hui elle a été nommée. C'est une candidature qui a rassuré tout le monde par ses résultats, mais aussi par l'impact qu'elle a eu dans le sport et surtout l'impact qu'elle pourra avoir et le soutien qu'elle pourra offrir comme mentor auprès des athlètes. Et donc, elle se disait très honorée d'avoir eu cet honneur et elle prend ce rôle très à cœur, surtout dans le contexte actuel. Donc, c'est elle qui sera la tête d'affiche de la délégation canadienne dans quelques mois à peine. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Salut, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Alors Vincent, je le disais d'entrée de jeu en ouvrant l'émission, le fabricant de batteries Nordvolt qui déclare faillite en Suède. On connaissait les problèmes financiers de l'entreprise, mais c'est officiel. C'est tombé au cours de la nuit. Le président par intérim de la société a déclaré qu'il s'agit d'une journée incroyablement difficile pour tout le monde dans l'entreprise. Une décision qui a été prise lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration hier soir donc en Suède. À Stockholm, les médias affirment que c'est un des plus grands crashs d'entreprise de l'histoire industrielle de la Suède. Et ça a des impacts. Est-ce que ça aura des impacts ici? En tout cas, pour l'instant, la filiale nord-américaine n'est pas en faillite, mais revenons un peu sur cette nouvelle de dernière heure. Oui, Nordvolt qui est arrivé, on s'en souvient, avec de très grandes promesses. L'entreprise avait soulevé l'enthousiasme des investisseurs. L'ancien ministre Pierre Fitzgibbon nous disait que c'était gros, très gros, pour reprendre ses paroles. La compagnie qui voulait révolutionner le secteur des batteries, des véhicules électriques. Il y avait le gros problème, par contre, c'est qu'on a, du côté de Nordvolt, jamais réussi à accélérer la production. On était censé fabriquer des batteries à partir de la matière première, des métaux jusqu'au recyclage. Cette idée-là séduisait beaucoup, même nos gouvernements étaient emballés, mais ça s'est avéré beaucoup trop difficile à mener à terme. Dans le communiqué publié cette nuit, la direction d'entreprise explique que malgré ces tentatives de restructuration, ça ne fonctionne pas. On se souvient, Nordvolt s'était placé à l'abri de ses créanciers en vertu du chapitre 11 de la loi américaine. L'entreprise avait alors entrepris des discussions pour restructurer sa dette et aller chercher de nouveaux investisseurs, des efforts qui n'ont pas été suffisants pour permettre à Nordvolt de poursuivre ses activités sous sa forme actuelle. Il y a donc un syndic de faillite qui sera nommé par un tribunal suédois, voilà, pour, entre autres, gérer la vente de l'entreprise et de ses actifs. Un détail qui vient des médias suédois, selon ce qu'on peut lire dans la presse suédoise, la maison mère de Nordvolt devait payer aujourd'hui même 30 millions de dollars canadiens, l'équivalent de 30 millions de dollars canadiens au fisc suédois. Et les membres du conseil d'administration avaient deux choix. Soit ils faisaient faillite, soit les membres du conseil eux-mêmes devaient personnellement assumer la dette due au fisc suédois. Donc, on comprend peut-être la décision, là. Oui, effectivement. Donc, je le disais, il y a ce projet en Amérique du Nord, au Québec, un projet important dans lequel les gouvernements ont investi beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe pour donc ce projet d'usine au sud de Montréal? Nordvolt, Amérique du Nord, ne déclare pas faillite dans sa juridiction, donc ici, mais Nordvolt, Amérique du Nord, appartient entièrement à la maison mère. Ce sera donc au syndic de faillite nommé par le tribunal suédois de gérer la vente des actifs. On comprend que c'est un actif, donc ça sera inévitablement vendu, y compris Nordvolt, Amérique du Nord. Quand l'entreprise s'est placée sous la protection de ses créanciers l'automne dernier, je suis allé revoir les entrevues. L'ancien patron, là, il ne l'est plus, là, mais l'ancien patron de Nordvolt, Amérique du Nord, disait pouvoir toujours compter sur assez de liquidités pour continuer la première phase de construction de l'usine en Montérégie. Qu'en est-il maintenant? C'est difficile à dire parce que le sort là, de l'entité est entre les mains du syndic de faillite nommé en Suède. Je l'ai évoqué, le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt, Désolé, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le gouvernement du Québec ont investi des centaines de millions de dollars dans la maison mère de Nordvolt. Oui, c'est difficile d'avoir le portrait très clair. Là, ce qu'on sait, c'est que jusqu'ici, là, le Québec a investi quelques 710 millions de dollars canadiens dans l'entreprise. Investissement Québec a injecté 510 millions de dollars dans le projet pour le compte du gouvernement. La Caisse de dépôt, 200 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qui était dans la maison mère? Bref, il y a beaucoup de millions de dollars d'investis du gouvernement du Québec
Québec. Il y a toujours la valeur du terrain qui reste, mais difficile de savoir là, si la Caisse ou Investissement Québec vont pouvoir récupérer quoi que ce soit d'autre. Il y aura des questions à poser aujourd'hui. Il y aura certainement des réponses, mais ça va être une nouvelle dont vous allez entendre beaucoup parler tout au long de la journée, cette faillite du fabricant de batteries Nordvolt en Suède. Merci beaucoup, Vincent, pour ce résumé. Gabriel Lemarque-Ampero est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, Mark Carney, qui est toujours perçu comme le meilleur leader pour faire face aux tarifs de Donald Trump, on lit ça en une du Journal de Montréal à la suite d'un sondage, c'est ça? Oui, au Québec, à tout le moins, dans un contexte de crise, il tire son parti vers des sommets qu'il n'espérait plus il y a à peine 2 mois, selon ce sondage mené par Léger pour le compte du Journal de Montréal. Dans les jours précédant le couronnement de M. Carney à la tête du Parti libéral, presque 2 fois plus de Québécois voient le premier ministre désigné comme mieux placé pour affronter Trump que le chef conservateur Pierre Poilievre. Lune de miel des Québécois envers l'ancien banquier a des répercussions majeures sur les intentions de vote alors que l'élection fédérale pourrait être déclenchée avant la fin du mois. Et selon ce sondage léger, le Journal de Montréal, un peu moins d'un Québécois sur 2 se dit satisfait du boulot effectué jusqu'à présent par le premier ministre du Québec, François Legault, en réponse aux tarifs douaniers américains. Alors, on parle d'un sondage qui a été réalisé en ligne du 7 au 10 mars dernier auprès de 1007 Québécois. D'ailleurs, parlant de M. Carney, il y a un autre texte dans la presse ce matin qui nous apprend que M. Carney maintiendrait des ministres clés en poste. Alors, le premier ministre désigné jongle sérieusement avec l'idée de maintenir en poste dans son prochain cabinet des ministres clés qui transigent depuis plusieurs semaines avec les principaux membres de l'administration de Donald Trump, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le ministre des Finances, Dominique Leblanc, et le ministre de la Sécurité publique, David McGuinty, devraient conserver leurs fonctions, dit le texte de Joël Denis Bellavance publié sur le site de la presse ce matin. Dans les rangs libéraux, on s'interroge cette fois sur l'opportunité de confier le ministère des Finances à Dominique Leblanc plutôt qu'à François-Philippe Champagne, qui était un allié de M. Carney lors de la course à la direction du Parti libéral du Canada. Et selon des informations rapportées cette semaine par nos collègues de la colline parlementaire, ici même à Ottawa, Mark Carney serait enclin à former un cabinet plus restreint, comptant au plus une vingtaine de ministres. D'ailleurs, la collègue Laurence Martin sur le site de Radio-Canada ce matin nous apprend que l'ancien ministre des Finances du Québec, Carlos Letao, est actuellement en discussion avec l'entourage de M. Carney pour se joindre à son équipe de candidats à la prochaine élection fédérale. Au Québec, il y a des parents qui inscrivent leurs enfants dans plusieurs écoles privées, ce qui allonge les listes d'attente, c'est dans le Devoir. Oui, le nombre croissant d'élèves fantômes, comme l'appelle le quotidien, qui font faux bons aux écoles privées après avoir été inscrits dans plusieurs établissements, à la fois par leurs parents, exaspèrent les directeurs généraux de plusieurs écoles privées. Ces surinscriptions qui peuvent dépasser les 20 %. Alors, les directeurs généraux réclament un rehaussement des frais imposés aux parents qui ont recours à cette pratique parce que rien dans le cadre légal qui existe n'empêche un parent d'inscrire son enfant dans plusieurs écoles privées à la fois pour ensuite prendre une décision lorsque la rentrée scolaire approche, une avenue qui a gagné en popularité au cours des dernières années, nous dit le Devoir ce matin. Et Québec va rembourser certaines chirurgies au privé, c'est en une de notre site Internet. Oui, Santé Québec veut autoriser des patients à aller au privé aux frais de l'État lorsque l'attente pour un médecin spécialiste devient déraisonnable. Une annonce attendue par des dizaines de milliers de patients. Vous avez le texte de Daniel Boilly et de David Gentile à la une de notre site Internet ce matin. Merci Gabriel, à demain. Bonne journée, à demain. Alors, je le disais, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur ces tarifs de 25 % tarifs américains sur les importations d'acier et d'aluminium du Canada. Pendant une partie de la journée hier, l'industrie et les politiciens ont été sur le qui-vive. Donald Trump a menacé de doubler ses droits de douane, monter ça à 50 % après que l'Ontario ait imposé cette surtaxe sur les exportations d'électricité. Finalement, on sait Doug Ford a reculé. Washington, donc, ne met pas sa menace exécution, mais ces 25 % qui étaient prévus entrent en vigueur aujourd'hui. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Et
mais ce sont des mesures qui se font déjà sentir. Ça entre en vigueur là, mais déjà, cette menace avait déjà eu des répercussions dans les entreprises d'ici. Oui, effectivement. Il y a des entreprises qui en sentent déjà les effets, Mathieu, depuis plusieurs semaines et qui ont même perdu des contrats aux États-Unis parce que les tarifs douaniers de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium s'en venaient. C'est le cas de l'entreprise Cyrel AMP qui fabrique des panneaux d'acier et d'aluminium et qui écoule 40 % de sa production aux États-Unis. Et jusqu'à présent, cette entreprise, Mathieu, a perdu pour $1,5 million de contrats aux États-Unis à cause des tarifs. On écoute le PDG de Cyrel AMP, Gabriel Bordua. Puis moi, ce que je souhaite, que nos gouvernements réagissent en imposant aussi au niveau des Américains une taxe. J'ai même dit, écoutez, on produit de l'aluminium, 9 usines sont au Québec, qu'on impose une taxe sur ce qu'on rentre là-bas. C'est 60 % de leurs besoins qui viennent des alumineries québécoises, qu'on les impose à un 25 puis un 50 %. Il va y avoir des usines de l'autre côté qui ne pourront pas continuer de fonctionner. Puis là, on va avoir une vraie réaction, puis on va avoir une vraie guerre commerciale. Jean-Philippe, l'entreprise a même déjà effectué des mises à pied. Oui, la direction de la compagnie me disait qu'elle n'avait pas eu le choix, qu'elle a dû réduire ses effectifs et même diminuer, Mathieu, les heures de travail de ses employés dans l'usine pour faire face à l'entrée des tarifs américains. On écoute la directrice du marketing de l'entreprise, Amélie Poirier-Bordua. Actuellement, il y a eu des mises à pied, malheureusement. Donc, on a environ 10 % de notre personnel qui a été mis à pied. Puis, on a également diminué d'une journée notre production dans l'usine. Donc, en ce moment, les impacts sont assez sévères. Là, c'est sûr qu'on prend des précautions parce qu'on ne sait pas exactement ça va être quoi les impacts sur nos commandes dans le futur encore, mais on prévoit une baisse, là, c'est certain. Et on me disait qu'on prévoyait une baisse d'environ 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ça, bien sûr, Mathieu, ça crée beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes parmi les travailleurs, comme Aitem Boujna, qui est venu de la Tunisie pour travailler ici. On l'écoute. C'est inquiétant, vraiment, surtout avec ces tarifs-là, les postes et le travail c'est menacé. Ça perturbe chaque immigrant qui veut s'installer, qui veut avoir une vie stable ici au Québec. Ça va bouleverser beaucoup la vie de pas mal d'immigrants et ça va impacter vraiment notre projection dans le futur. Et l'entreprise, comme plusieurs au pays, cherche à développer maintenant de nouveaux marchés. Oui, développer par exemple le marché canadien, l'Ontario ou encore peut-être même le marché européen. On écoute le PDG de l'entreprise à nouveau. On est en train de développer un produit qui va être pour le marché canadien principalement, pour remplacer notre chiffre d'affaires qu'on perd là-bas. Les autres marchés, c'est l'Europe. C'est un peu plus compliqué à cause des transports et tout ça, mais il va falloir quand même explorer cette possibilité-là. Alors, d'ici là, sur le plan politique, bien sûr, ça s'active. Il y a une rencontre virtuelle du Conseil de la Confédération qui est prévue aujourd'hui virtuellement là, pour discuter de ce dossier-là. Et demain, il y a le ministre fédéral des Finances, Dominique Leblanc, et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui seront à Washington, Mathieu, pour entamer des pourparlers dans le but éventuellement de renégocier l'entente de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Évidemment qu'on va surveiller le développement autour de ce dossier-là aujourd'hui. C'est aujourd'hui également que la Banque centrale, la Banque du Canada, va annoncer son taux directeur. Est-ce qu'il sera abaissé encore une fois à suivre un peu plus tard? Et réaction, bien sûr, à cette faillite annoncée au cours des dernières heures de l'entreprise Nordvolt, faillite donc en Suède. Quels seront les impacts ici pour l'instant? Le projet semble se poursuivre comme prévu. C'est ce que dit la compagnie par communiqué. Ce sera à suivre. Voilà pour cette édition d'À la Une. Bonne journée. Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.